Succession au Cameroun, la guerre des clans au palais d'Etoudi. Imaginez un pays où le plus puissant service de renseignement national devient l'enjeu d'une bataille familiale. Imaginez un palais présidentiel divisé en clans rivaux, où chaque couloir cache une alliance, chaque bureau dissimule une trahison. Imaginez un fils qui écrit à son père, le président de la République, pour lui demander de limoger l'un des hommes les plus influents du pays. Ce n'est pas le scénario d'une série Netflix. C'est le Cameroun. C'est aujourd'hui. Et c'est bien réel. Cette semaine, le journal panafricain Jeune Afrique a lâché une bombe dans le landerneau politique camerounais. Une information qui, si elle est confirmée, redessine complètement la carte du pouvoir à Yaoundé. Une information qui nous oblige à poser une question que beaucoup évitent encore, la succession de Paul Biya a-t-elle déjà commencé, en secret? Restez avec nous. Parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va vous surprendre. Partie 1, contexte et faits. Posez le décor, qui contrôle vraiment le Cameroun? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au sommet de l'État camerounais, il faut d'abord comprendre une vérité fondamentale. Au Cameroun, le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par les urnes ou par les décrets officiels. Le pouvoir réel se mesure à l'information. Celui qui contrôle l'information contrôle tout. Et l'institution qui centralise cette information, qui surveille les adversaires, qui écoute les téléphones, qui lit les rapports secrets, qui connaît les secrets les mieux gardés du pays, c'est la DGRE, la Direction Générale des Recherches Extérieures. Ne vous laissez pas tromper par le mot « extérieur ». La DGRE n'est pas simplement un service de renseignement tourné vers l'étranger. C'est l'œil et l'oreille du pouvoir. C'est la mémoire institutionnelle de l'État profond camerounais. Celui qui tient la DGRE tient, en quelque sorte, les clés du royaume. Et c'est précisément sur cet instrument stratégique que les regards se sont braqués ces dernières semaines. Mais avant d'aller plus loin, posons les bases. Qui sont les acteurs de ce drame? Premier acteur, Paul Biya. 91 ans. Président de la République du Cameroun depuis 1982. L'homme qui a traversé les décennies, survécu à toutes les crises, résisté à toutes les tentatives de déstabilisation. Un homme dont le silence est souvent plus parlant que les discours. Un homme qui gouverne par l'équilibre des forces, en maintenant autour de lui des centres de pouvoir concurrents pour qu'aucun ne devienne trop fort. C'est sa méthode. C'est son art. Deuxième acteur, Ferdinand Ngo. Secrétaire général de la présidence de la République, connu sous le sigle SGPR. L'homme le plus puissant après le président. Certains analystes n'hésitent pas à dire qu'il est, dans les faits, le co-gestionnaire de l'État. C'est lui qui filtre les accès au chef de l'État. C'est lui qui signe les décrets. C'est lui qui orchestre les nominations. Sa position au sein du palais d'Etoudi est telle que certains l'appellent, avec une ironie peine voilée, le président Bi. Troisième acteur, Frank Biya. Le fils du président. Homme d'affaires discret pendant longtemps, il est apparu de plus en plus sur la scène publique ces dernières années. Des meetings politiques. Des apparitions remarquées. Une montée en puissance progressive qui ne trompe plus personne. Frank Biya, selon de nombreux observateurs, prépare quelque chose. La question est, quoi, exactement? Et comment? Voilà le triangle. Voilà le décor. Mais ce n'est pas tout. Car derrière ces trois figures, il y a des réseaux, des alliés, des hommes de l'ombre. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Partie 2, le conflit. La guerre invisible au cœur du palais. Selon les révélations de Jeune Afrique, publiées cette semaine, Frank Biya aurait franchi un pas décisif. Il aurait écrit directement à son père, le président Paul Biya, pour demander le remplacement du directeur actuel de la DGRE. Prenons un moment pour mesurer le poids de cet acte. Ce n'est pas une rumeur de marché. Ce n'est pas une analyse d'un opposant politique cherchant à créer la polémique. C'est une lettre. Une démarche officielle, ou du moins formelle, d'un fils vers son père, pour réclamer la tête d'un des hommes les plus puissants de l'appareil sécuritaire du pays. Pourquoi ce directeur de la DGRE gênerait-il Frank Biya? Selon Jeune Afrique, le reproche est précis, le directeur de la DGRE serait trop proche de Ferdinand Ngo, le SGPR. À tel point que ce dernier contrôlerait tous les rapports produits par l'institution. En d'autres termes, les informations sensibles, les notes de renseignement, les analyses stratégiques, tout passerait d'abord par le bureau de Ngo avant d'arriver ailleurs. Pour Frank Biya, cela représenterait un problème majeur.
Un problème existentiel, même. Car si vous aspirez à prendre un jour les rênes du pays, vous ne pouvez pas vous permettre que votre principal rival dans la course au pouvoir ait un accès exclusif à l'outil de renseignement le plus puissant de l'État. C'est aussi simple et aussi brutal que cela. Et pour remplacer l'actuel directeur, Jeune Afrique révèle que Franck Biya aurait même proposé un nom, le colonel à la retraite Émile Bankoui. Un homme de confiance. Un homme dans son camp. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Jeune Afrique va encore plus loin en identifiant les relais de Franck Biya au sein même du palais. Et ce sont deux figures dont les noms vont résonner dans vos mémoires. Le premier, le directeur du cabinet civil. Un poste stratégique, un homme positionné au cœur de la machinerie présidentielle. Le second, Robert Nkili, vice-président du Sénat. Un poids lourd politique. Un homme qui n'est pas là par hasard. Voici donc ce que nous révèle cette information, Franck Biya n'est pas seul. Il a des alliés. Il a une stratégie. Il a des relais à l'intérieur même du système. Et cela change tout. Mais attendez, parce que la réaction de Paul Biya à tout cela est peut-être la partie la plus fascinante de l'histoire. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que les médias ne disent pas assez. Jeune Afrique précise que Paul Biya aurait refusé d'accéder à la demande de son fils. Une phrase simple. Mais qui dit tout? Paul Biya n'aurait pas cédé. Et pourquoi? Le journal explique que le président serait parfaitement conscient de la bataille qui se joue autour de lui. Une bataille qui, si elle se dévoile trop visiblement, pourrait compromettre la crédibilité des institutions, à commencer par la DGRE elle-même. Imaginez un instant ce que représente une DGRE dont tout le monde sait qu'elle est devenue l'enjeu d'une guerre familiale. Imaginez l'impact sur ses agents. Sur ses partenaires étrangers. Sur sa capacité à fonctionner. Paul Biya, dans sa sagesse politique ou peut-être dans son instinct de survie, aurait donc choisi de ne pas bouger. Mais voilà où l'histoire prend une dimension encore plus spectaculaire. Selon Jeune Afrique, face à cette tension, Paul Biya aurait fait appel à un soutien extérieur. Et quel soutien? La CIA américaine et, dans une certaine mesure, le Mossad israélien. Laissez ce fait s'imprégner dans votre esprit. Le président camerounais, pour gérer une bataille interne au sein de son propre palais, une bataille entre son fils et son secrétaire général, ferait appel aux services de renseignement les plus puissants du monde occidental? Si cette information est avérée, elle révèle plusieurs choses. Premièrement, elle révèle que la situation est considérée comme suffisamment grave pour nécessiter un arbitrage extérieur ou du moins une surveillance extérieure. Deuxièmement, elle révèle les alliances profondes qui lient Paul Biya à certaines puissances occidentales. Des alliances qui dépassent la simple coopération diplomatique. Troisièmement, et c'est peut-être le plus troublant, elle suggère que Paul Biya ne fait entièrement confiance à aucun de ses propres services pour gérer cette crise. Ni la DGRE, dont le directeur est au cœur du conflit. Ni les autres institutions sécuritaires, peut-être trop infiltrées par les différents clans. Il se tourne vers l'extérieur. C'est là le signe d'un pouvoir qui, après des décennies de règne, se retrouve confronté à sa limite la plus intime, la question de sa propre succession. Maintenant, parlons de ces trois clans que Jeune Afrique identifie au palais d'Etoudi. Parce que cette cartographie est essentielle pour comprendre ce qui se passe réellement. Clan numéro 1, le clan du SGPR, Ferdinand Ngo Ngo. C'est le clan le plus ancien, le plus enraciné. Ngo Ngo est au sommet du pouvoir depuis des années. Il a tissé ses réseaux dans chaque institution, chaque ministère, chaque service. Son influence est tentaculaire. Et selon Jeune Afrique, c'est précisément cette influence sur la DGRE qui cristallise les tensions. Clan numéro 2, le clan du directeur du cabinet civil. Un contre-pouvoir au sein même du palais. Un homme qui, selon les informations disponibles, serait aligné avec les intérêts de Franck Biya. Deux hommes à l'intérieur du même palais, qui tirent dans des directions opposées. Vous imaginez l'ambiance dans les couloirs d'Etoudi? Clan numéro 3, le clan de Babok, l'adjoint du directeur du cabinet civil. Une troisième force. Plus discrète. Mais présente. Et dans le jeu politique camerounais, les forces discrètes sont souvent les plus dangereuses. Trois clans. Un seul palais. Et un homme, Paul Biya, qui se retrouve au centre de ce tourbillon, à 91 ans, tentant de maintenir un équilibre de plus en plus précaire. Mais ce n'est pas tout. Partie 4, analyse satirique approfondie. La Camerounaise,
la politique version telenovela. Permettez-moi maintenant de vous parler franchement. Pas comme un manuel d'histoire. Pas comme un communiqué de presse. Parlons vrai. Parlons camerounais. Parce que ce qui se passe au palais d'Etoudi en ce moment, mes chers compatriotes et amis de l'Afrique, ressemble beaucoup à ce que nous voyons dans nos quartiers quand un vieux chef de famille commence à vieillir et que ses enfants et ses proches commencent à se battre pour l'héritage, avant même qu'il soit parti. On appelle ça, en bon français populaire camerounais, le partage avant le départ. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. Analysons les choses avec un peu de recul satirique, parce que l'histoire mérite qu'on la regarde sans se voiler la face. D'abord, l'audace de la démarche de Franck Biya, si elle est confirmée, mérite d'être soulignée. Écrire à son père, le président de la République, pour lui demander de limoger le directeur de la DGRE. C'est soit un acte de courage politique extraordinaire, soit un acte de témérité dont les conséquences peuvent être imprévisibles. Soit les deux à la fois. Dans le système Biya, un système qui fonctionne depuis 40 ans sur la discrétion, sur le non-dit, sur les messages envoyés par le biais de décrets et non par des affrontements directs, une telle démarche représente une rupture avec la culture politique installée. Ce n'est plus le fils discret de l'homme d'affaires. Ce serait désormais, si l'on en croit Jeune Afrique, un acteur politique qui revendique une position, qui identifie ses adversaires, et qui passe à l'action. Mais voilà la grande ironie de la situation. Paul Biya, cet homme qui a passé 40 ans à équilibrer les forces pour qu'aucune ne devienne trop puissante, se retrouve aujourd'hui à devoir gérer le déséquilibre créé par son propre fils. Il y a quelque chose de profondément shakespearien dans cette histoire. Le roi qui a tout construit se retrouve menacé non pas par un ennemi extérieur, mais par les ambitions internes à sa propre cour. Sauf que dans notre version camerounaise, personne ne sort l'épée. Ici, on sort les rapports de renseignement. On sort les lettres confidentielles. On sort les réseaux d'influence. On sort la CIA et le Mossad, parce que pourquoi pas, en Afrique, tout est possible. Parlons maintenant de Ferdinand Ngo et de ce que sa position dans ce drame révèle. Si les accusations portées contre lui par Franck Biya, à savoir qu'il contrôlerait tous les rapports de la DGRE, sont fondées, alors nous avons la confirmation de quelque chose que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, Ferdinand Ngo n'est pas seulement un secrétaire général. Il est le gardien de l'information. Le filtre entre la réalité et le président. Et vous savez ce que cela signifie dans un système politique? Cela signifie que Paul Biya, depuis des années, pourrait recevoir une version filtrée de sa propre réalité. Que les informations qui lui parviennent pourraient avoir déjà été sélectionnées, analysées, reformatées par un homme qui a ses propres intérêts. C'est l'un des phénomènes les plus classiques dans les régimes de longue durée. On appelle ça, dans la littérature politique, l'isolement du souverain. Le roi voit tout. Mais il ne voit que ce qu'on lui montre. Et si Franck Biya a compris cela, si c'est réellement la logique derrière sa démarche, alors il ne s'agit pas simplement d'une bataille de clans. Il s'agirait d'une tentative de reconquête de l'information, de réappropriation des yeux et des oreilles de l'État. C'est plus subtil. C'est plus profond. Et c'est infiniment plus dangereux. Mais maintenant, parlons de ce que cette affaire révèle sur l'état du système camerounais en 2025. Premièrement, la question de la succession n'est plus taboue. Pendant des années, oser parler de succession au Cameroun, c'était presque une provocation. Une indélicatesse. Voire un acte dangereux. Aujourd'hui, cette question s'invite dans les colonnes de Jeune Afrique, avec des noms, des clans, des stratégies identifiées. Le voile est en train de se lever. Deuxièmement, les institutions camerounaises sont traversées par des loyautés concurrentes. La DGRE, censée être un outil de l'État au service de la nation, serait en réalité un enjeu de pouvoir entre groupes rivaux. C'est préoccupant. Pas seulement pour la stabilité politique à court terme, mais pour la solidité des institutions à long terme. Un service de renseignement dont la neutralité est compromise est un service de renseignement qui ne sert plus l'État. Il sert un camp. Troisièmement, l'appel à des puissances étrangères comme la CIA et le Mossad, si confirmé, est révélateur d'une fragilité profonde. Un président confiant dans ses propres institutions n'a pas besoin d'aller chercher des arbitres à Washington ou à Tel Aviv pour gérer ses affaires internes. Si Paul Biya a effectivement fait ce choix, cela nous dit quelque chose d'important sur l'état de déliquescence de la confiance interne au sein du système. Et cela devrait nous préoccuper non pas pour la famille Biya, mais pour le Cameroun. Pour nous tous. Parce que quand les institutions d'un pays ne font plus confiance à elles-mêmes,
quand un président doit faire appel à des services étrangers pour naviguer dans sa propre cour, alors qui est vraiment aux commandes? Voilà la vraie question. Maintenant, une petite dose d'humour camerounais, parce qu'on ne peut pas parler de politique chez nous sans un soupçon d'ironie fine. On nous a toujours dit que le Cameroun était l'Afrique en miniature. Toutes les cultures, tous les paysages, toutes les langues du continent réunies en un seul pays. Apparemment, le palais présidentiel aussi est l'Afrique en miniature. Vous avez le clan des anciens représenté par Ngo, l'homme des réseaux solidement installé. Vous avez les ambitieux du futur représentés par Franck Biya et ses alliés. Vous avez les hommes de l'ombre, les Babok et consorts, qui jouent leur propre partition. Et vous avez le patriarche, Paul Biya, qui regarde tout cela d'un air qu'on imagine pensif, depuis ses hauteurs. C'est presque du théâtre. Sauf que le théâtre camerounais, mes amis, n'a jamais été que du divertissement. Il a toujours été un miroir. Un miroir tendu à la société pour qu'elle se voie telle qu'elle est. Et ce que ce miroir nous montre aujourd'hui, c'est une classe dirigeante plus préoccupée par la redistribution du pouvoir entre elles que par les problèmes concrets des millions de Camerounais qui, eux, vivent une réalité bien différente des couloirs du palais d'Etoudi. Conclusion, la question qui reste. Alors, où en sommes-nous? Récapitulons. Selon Jeune Afrique, Franck Biya aurait tenté de prendre le contrôle de la DGRE en demandant le remplacement de son directeur, jugé trop proche de Ferdinand Ngo. Paul Biya aurait refusé. 3 clans rivalisent désormais ouvertement au palais. Et le président aurait sollicité l'appui de la CIA et du Mossad pour surveiller ou stabiliser la situation. Ces informations, si elles sont confirmées, changent plusieurs choses. Elles nous disent que la bataille pour la succession du Cameroun ne se jouera pas dans les urnes en premier lieu. Elle se joue dans les bureaux. Dans les alliances secrètes. Dans les services de renseignement. Dans les lettres envoyées au président. Elles nous disent que Franck Biya n'est plus un personnage de second plan. Il est un acteur politique qui agit, qui manœuvre, qui constitue des réseaux. Qu'on l'approuve ou non, il joue le jeu. Elles nous disent que Ferdinand Ngo, l'homme de l'ombre par excellence, est désormais dans le viseur. Et dans le jeu politique camerounais, quand on est dans le viseur, on est rarement tranquille longtemps. Et elles nous disent, peut-être surtout, que Paul Biya reste l'arbitre suprême. Pour l'instant. L'homme qui dit oui ou non. L'homme dont le silence vaut parfois plus que tous les discours du monde. Mais voilà la question que je vous laisse ce soir. Dans tout ce jeu d'influence, de clans et de réseaux, dans cette guerre de palais qui se joue loin des regards des citoyens ordinaires, qui défend réellement les intérêts du peuple camerounais? Qui pense aux millions de familles qui n'ont pas accès à l'eau courante, à l'électricité stable, à des routes praticables, à des hôpitaux équipés? Pendant que les clans se battent pour contrôler la DGRE, pendant que des lettres circulent pour demander des têtes, pendant que la CIA et le Mossad sont éventuellement conviés à arbitrer les disputes internes d'un palais africain. Qui parle, vraiment, au nom du Cameroun d'en bas? C'est à vous de répondre. Partagez cette vidéo. Laissez votre analyse dans les commentaires. Posez les questions que vous voulez qu'on continue à poser. Parce que l'information, c'est notre seule arme à nous, les citoyens. Et nous, on continuera à creuser.